Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo d'urologie. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au cancer de la prostate et ce topo sera essentiellement basé sur les recommandations CCAFU 2016. En termes d'épidémiologie, le cancer de prostate c'est le premier cancer de l'homme en termes de fréquence, le troisième en termes de mortalité. Les facteurs de risque sont l'âge, l'ethnie afro-antillaise et les antécédents familiaux. J'ajoute que la CCAFU recommande une consultation d'oncogénétique dans deux cas précis. Donc ce sont les patients chez qui on diagnostique un cancer de prostate à haut risque avant l'âge de 50 ans, ainsi que les patients dont l'histoire familiale retrouve un antécédent de cancer du sein ou de l'ovaire. En termes d'hérédité, on retrouve l'hérédité monogénique qui concerne 5% des patients avec une histoire familiale de cancer de prostate. Ce sont des cancers précoces agressifs et les gènes impliqués sont BRCA2, BRCA1 et OXB13. On a ensuite une hérédité polygénique qui concerne donc 95% des patients chez qui on retrouve une histoire familiale. Et là, il y a une centaine de variants génétiques impliqués. Quelques mots sur le dépistage. Il s'agit d'un dépistage individuel et non pas de masse comme pour le sein et le côlon. On le réalisera généralement tous les 2 ans chez des patients dont l'âge est compris entre 50 et 75 ans. On avancera le dépistage à l'âge de 45 ans si le patient est afro-antillais ou s'il a des antécédents familiaux qui correspondent aux critères mentionnés plus haut. Le dépistage repose sur l'association du PSA total et du toucher rectal. Si le toucher est suspect ou si le PSA total est supérieur à 4 nanogrammes par millilitre, alors on aura une indication à réaliser des biopsies de prostate. Le diagnostic de cancer de la prostate doit être évoqué tout d'abord à l'examen clinique. Le toucher rectal peut retrouver une prostate suspecte, un nodule pierreux ou un blindage pelvien, mais il peut être strictement normal. On l'évoquera devant des signes fonctionnels comme des troubles irritatifs ou une hématurie macroscopique, ou des signes d'évolution, par exemple une altération de l'état général, des douleurs osseuses ou des signes de compression médulaire. Au niveau des examens paracliniques, un PSA total supérieur à 4 nanogrammes par millilitre doit vous alerter. On se méfiera bien entendu d'un PSA normal chez un patient traité par inhibiteur de la phosphodiesterase 5 puisque ces médicaments divisent le PSA par 2. Je rappelle les indications du dosage du PSA libre sur PSA total. C'est un dosage que l'on fait chez un patient dont le PSA est compris entre 4 et 10, chez qui les biopsies sont revenues négatives et chez qui l'on constate malgré tout une augmentation du PSA. Donc un rapport supérieur à 20% fait évoquer en premier lieu une hypertrophie bénigne de prostate, un rapport inférieur à 10% fait évoquer soit une prostatite, soit un cancer de prostate. Toute anomalie du toucher rectal ou une élévation du PSA doit faire réaliser des biopsies de prostate. Quelques mots sur les biopsies de prostate qui se réalisent en routine à la consultation, donc sous anesthésie locale, après lavement rectal, la veille et le matin des biopsies, après antibioprophylaxie, 1 à 2 heures avant par fluoroquinolone ou par céphalosporine en cas d'allergie. Elles sont transrectales, éco-guidées. On réalise en général 12 biopsies, donc 6 par lobe, au niveau médial et au niveau latéral, donc à la base, au milieu et à l'apex. On ne réalise pas d'IRM avant une première série de biopsies, ce n'est pas recommandé. Par contre, on peut la réaliser si une première série de biopsies s'est révélée négative afin de guider la deuxième série. Il faut prévenir le patient des éventuelles complications, donc des rectorragies, une hématurie, une hémospermie, une prostatite par exemple. Au terme des biopsies de prostate, on pourra calculer en premier lieu le score de Gleason, qui consiste à additionner les 2 grades les plus représentés dans la tumeur. Donc un Gleason 6 correspond à un cancer bien différencié, un Gleason 10 correspond à un cancer peu différencié. Pour les Gleason 7, un 3 plus 4 sera de meilleur pronostic qu'un 4 plus 3. Le CCAFU 2016 recommande de remplacer le score de Gleason par la classification ISUP, plus précise notamment pour les grades les plus élevés. Je vous joins ici la classification TNM 2010, qui est à connaître parfaitement et que je ne vais pas détailler. Nous retrouvons ici la classification de D'Amico, elle aussi à connaître parfaitement, puisqu'elle permet de classer le cancer de prostate en 3 niveaux de risque, faible, intermédiaire et haut risque, qui permettent ensuite de guider le bilan d'extension. En ce qui concerne le bilan d'extension, voici le tableau de la dernière recommandation. Donc pour les patients à faible risque, l'IRM prostatique est optionnel mais souhaitable. Pour les patients à risque intermédiaire, on réalisera une IRM prostatique et ganglionnaire, ainsi qu'une scintigraphie osseuse si on retrouve du grade 4 majoritaire sur les biopsies. Pour les patients à haut risque, la scintigraphie osseuse est systématique, ainsi que l'IRM prostatique et ganglionnaire. Quand le patient est métastatique, on réalise un scanner thoraco-abdominopelvien ainsi qu'une scintigraphie osseuse. Quelques petites nuances, donc le scanner abdominopelvien qui était conseillé dans les cancers de risque intermédiaire et recommandé dans les cancers à haut risque est supplanté par l'IRM. Donc on peut le faire en cas de contre-indication, mais il reste utile pour détecter des métastases viscérales. Au niveau des formes métastatiques, donc l'IRM corps entier est supérieur à la scintigraphie osseuse pour les métastases osseuses et équivalente au scanner thoraco-abdominopelvien pour les métastases ganglionnaires, donc cela reste une option.
Et le tepcoline est lui en cours d'évaluation pour les cancers à haut risque. En ce qui concerne le traitement des cancers de la prostate, donc au risque faible de D'Amico, on dispose de plusieurs options thérapeutiques. Chez des patients polypathologiques avec une espérance de vie réduite, on pourra proposer une surveillance simple, qui pourra évoluer vers un traitement palliatif. On peut également proposer chez des patients qui ont une espérance de vie supérieure à 10 ans une surveillance active dont les critères sont assez spécifiques, mais retenez que l'on contrôlera le PSA et que l'on refera un toucher rectal à intervalles réguliers, qu'il faudra également réitérer les biopsies de prostate. On peut également proposer une prostatectomie totale chez des patients qui ont toujours une espérance de vie supérieure à 10 ans. Il y a 2 complications majeures, c'est l'incontinence urinaire et la dysfonction érectile. Et notez que l'on ne réalise pas de curage ganglionnaire chez des patients avec un risque faible. On peut également proposer une radiothérapie seule, donc elle est contre-indiquée si on a un antécédent d'irradiation pelvienne, une maladie inflammatoire rectale ou une sclérodermie. Et retenez les complications, la cystite radique, la rectite radique, la dysfonction érectile. On peut également parfaitement réaliser, dans le cadre d'un cancer de prostate de risque faible, une curithérapie. Donc les contre-indications sont un lobe médian, une prostate supérieure à 50 grammes et un antécédent de résection de prostate. Ensuite, quelques thérapeutiques additionnelles dont vous devez connaître l'existence, qui sont également indiquées dans les cancers de prostate à faible risque. Donc la cryothérapie, l'IFU, qui est une thérapie focale par ultrason, et notez que les traitements hormonaux ne sont pas recommandés dans le cancer de prostate à risque faible. Alors si l'on se trouve dans le cadre d'un cancer de prostate à risque intermédiaire de D'Amico, on peut toujours chez des patients polypathologiques à l'espérance de vie réduite proposer une surveillance simple, à ne pas confondre avec la surveillance active qui n'a pas sa place à ce niveau de risque. Le plus souvent, on proposera une prostatectomie totale, à laquelle on adjoindra un curage ganglionnaire si le risque MSKCC est supérieur à 5%. Vous noterez qu'on ne réalise pas de ganglion sentinelle dans le cancer de prostate. On peut également proposer une radiothérapie, seule, mais on préférera le plus souvent lui associer une hormonothérapie courte de 4 à 6 mois. Ensuite, même si leurs niveaux de preuve sont plus faibles, vous devez retenir que l'on peut toujours proposer une curithérapie, une cryothérapie ou de l'IFU pour des cancers de prostate à risque intermédiaire. Le traitement hormonal, lui, n'a pas sa place à ce niveau de risque. Si l'on se trouve devant un cancer de prostate à risque élevé de D'Amico, il y a 2 thérapeutiques principales à retenir. La première, c'est la radiohormonothérapie longue, plus efficace qu'une hormonothérapie seule, qui doit durer au minimum 18 mois, mais qui est réalisée en pratique pendant 2 à 3 ans. Ensuite, chez des patients à haut risque dont le bilan d'extension est négatif, on peut proposer une prostatectomie totale, et dans ce cas, on réalisera un curage ganglionnaire systématique. Vous noterez qu'on peut, chez des patients polypathologiques sévères, à ce niveau de risque, proposer une hormonothérapie seule, mais qui se révélera moins efficace que les 2 thérapeutiques précédemment citées. Alors, quels sont les traitements que l'on peut proposer après une prostatectomie? Si l'anatomopathologiste vous répond PT3 ou R1, on s'oriente essentiellement vers une radiothérapie adjuvante, que l'on peut différer dans certains cas particuliers. Mais notez qu'il n'y a aucune indication à l'hormonothérapie seule ou à la radiohormonothérapie adjuvante dans ces cas-là. En revanche, si le curage ramène des ganglions envahis, la principale thérapeutique, c'est une hormonothérapie adjuvante. Ensuite, avec un niveau de preuve plus faible, on peut proposer soit une radiohormonothérapie, soit une simple surveillance. Quelques mots sur l'hormonothérapie. Donc avant d'instituer ce traitement chez un patient, on réalisera un bilan clinique, avec notamment une mesure de la pression artérielle, du poids et du périmètre abdominal, un bilan paraclinique avec une glycémie à jeun, un bilan lipidique, un dosage de la vitamine D et une ostéodensitométrie. Au niveau des possibilités thérapeutiques, retenez qu'outre l'orchidectomie et la pulpectomie qui ne sont plus proposées en pratique, on peut utiliser des agonistes de la LHRH, donc qui ont un délai d'action de 2 à 4 semaines, et qui présentent un risque d'effet flare-up. Donc l'effet flare-up, c'est une brusque élévation de la testostérone avec une aggravation des signes cliniques, comme des douleurs osseuses ou une dysurie, qui ne se produit qu'avec les agonistes, pas avec les antagonistes, et que l'on peut partiellement prévenir par l'adjonction d'un anti-androgène, que l'on prescrira le jour de l'injection de l'agoniste de la LHRH, et que l'on maintiendra pendant 15 jours. On peut également proposer des antagonistes de la LHRH, qui ont un délai d'action plus court, 48 à 72 heures. Notez que les anti-androgènes ne sont pas indiqués en monothérapie dans le cancer de la prostate. Ensuite, au niveau des effets secondaires, ils sont à bien connaître. Donc on a des bouffées de chaleur, des troubles de l'érection, une asthénie, des troubles métaboliques à type de dyslipidémie ou d'insulinorésistance, ainsi qu'une ostéoporose. Cela vous permet de retenir un peu le bilan pré-thérapeutique de l'hormonothérapie. Alors en ce qui concerne la récidive biologique, 2 éléments sur cette diapositive. Le tableau de gauche vous présente les seuils de PSA en fonction du type de traitement de cancer de la prostate. Donc si vous avez réalisé une prostatectomie totale, on parlera de récidive biologique si le PSA est supérieur à 0,2 nanogrammes par millilitre, ascendant et confirmé sur 2 dosages successifs. Après une radiothérapie plus ou moins hormonothérapie, on parlera de PSA nadir plus 2 nanogrammes par millilitre, le nadir étant la plus basse valeur de PSA observée après le traitement.
À droite, nous avons les définitions du cancer de prostate résistant à la castration, donc un patient traité par hormonothérapie. Donc la condition essentielle, c'est que la castration soit efficace, soit une testostéronémie inférieure à 50 nanogrammes par décilitre ou 1,7 nanomol par litre. On parlera de progression biochimique si on a 3 augmentations de PSA, et on parlera de progression radiographique si on a l'apparition d'au moins 2 nouvelles lésions à la scintigraphie osseuse, ou la progression d'une lésion mesurable selon les critères RECIST. Alors que nous dit la recommandation pour la prise en charge de la récidive biologique sous hormonothérapie ? Donc tout ceci est uniquement valable si votre patient est bien castré, c'est-à-dire que la testostéronémie est inférieure au seuil. Donc une notion importante, c'est qu'il n'y a plus d'indication à la réalisation des manipulations hormonales, par exemple au retrait de l'antiandrogène s'il était prescrit pour tester le syndrome de retrait des antiandrogènes. Maintenant les choses sont assez claires. Si votre patient est bien castré et que son PSA remonte, il y a 2 cas de figure. Soit il est asymptomatique, à ce moment-là on peut débuter une hormonothérapie de seconde génération avec de l'acétate d'abiraterone ou de l'enzalutamide. Soit votre patient est symptomatique, à ce moment-là il y a une indication à débuter une chimiothérapie. Ceci concerne la première ligne de traitement. En revanche, si après cette première ligne votre patient continue à progresser, donc son PSA continue à monter, si vous aviez institué une hormonothérapie de seconde génération, alors à ce moment-là, on pourra débuter une chimiothérapie. Et inversement, si vous aviez commencé par une chimiothérapie et que le patient continue à progresser, vous pourrez débuter une hormonothérapie de seconde génération. Quelques mots sur la chimiothérapie. Donc en première ligne, on utilisera une association de docétaxel et de prednisone, tandis que le cabazitaxel aura sa place en seconde ligne. Les bisphosphonates peuvent être utilisés dans le cadre d'un cancer de prostate métastatique résistant à la castration, puisqu'ils ont un effet sur tout ce qui concerne les complications osseuses. On n'oubliera pas de réaliser un panoramique dentaire préthérapeutique afin de prévenir l'ostéonécrose de la mâchoire. D'autres thérapeutiques plus marginales, l'irradiation antalgique sur une métastase osseuse par exemple, ou la chirurgie de désobstruction, comme une résection transurétrale de prostate. Pour finir sur la surveillance, celle-ci est d'une durée minimale de 10 ans, initialement tous les 6 mois pendant 5 ans, puis tous les ans. Elle est clinique, avec notamment la recherche d'effets secondaires des traitements, et biologique, avec les seuils rappelés plus hauts, notamment pour la testostéronémie en cas de castration. Voilà, merci à tous pour votre attention et à bientôt.